Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui consolident un peu vivement en Europe. Bon, une baisse d'un peu plus de 1% pour le CAC au cours de cette séance. Ce sera une semaine négative pour les actions européennes, notamment pour le CAC 40, avec parmi les nouvelles du jour, sans surprise, la dégradation de la conjoncture en début d'année qu'on attendait avec des restrictions sanitaires de plus en plus sévères depuis quelques semaines, et tout ça pèse donc sur la conjoncture des services, sur la conjoncture manufacturière dans une moindre mesure. Ça reste évidemment la partie service qui reste la partie la plus affectée. C'est ce qu'on a pu tirer comme enseignement des premières estimations des PMI publiées ce matin pour la zone euro, pour l'Allemagne et pour la France également. Le marché accuse donc un peu le coup. Le CAC 40 retombe juste au-delà des 5500 points. On voit également pas mal de prises de profit, de corrections sur les matières premières avec un baril de pétrole qui recule de plus de 2% actuellement. Chaque vendredi à la mi-journée, c'est le rendez-vous de vos finances personnelles. On parlera dans cette demi-heure de crédit immobilier avec le cofondateur d'Artemis Courtage qui sera avec nous, et on parlera également de sélection de fonds, un sujet destiné à l'industrie de la gestion d'actifs, des conseillers en gestion de patrimoine, avec le PDG de la financière Galilée qui sera avec nous également en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché à mi-séance en Europe. Un petit manque d'enthousiasme, il faut le noter en cette fin de semaine. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance dans le rouge à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les craintes sur le front sanitaire reviennent sur le devant de la scène aujourd'hui, maintenant que l'espoir créé par l'investiture de Joe Biden est passé. Joe Biden qui a d'ailleurs prévenu que la situation pourrait continuer à se dégrader aux États-Unis, tandis que Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a prévenu hier que la résurgence des infections et l'extension des mesures de restriction pourraient constituer un risque pour les perspectives économiques de la zone euro. Une alerte que les investisseurs ont bien en tête à la découverte des indices PMI de janvier, tandis que le gouvernement français n'exclut pas un troisième confinement. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé, en lien direct donc avec les mesures de restriction. L'indice PMI composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services, alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro, en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI composites, eux aussi en lien avec les mesures de restriction, traduisent un recul global de l'activité des services mais aussi manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 à 47,5 points, tandis que celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. La BCE relaye de son côté une enquête d'économistes professionnels qui revoient à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2021. Leurs estimations passent de 5,3% de croissance du PIB en zone euro en 2021 à 4,4% de croissance. Ceux-ci estiment cependant qu'en 2022, la zone euro devrait connaître une croissance de 3,7% qui lui permettrait ainsi de renouer avec ses niveaux d'avant-crise. Et du côté des valeurs, à présent, on commence par deux valeurs américaines, Intel et IBM. Si IBM a déçu les investisseurs, affichant un recul de 7,3% de son chiffre d'affaires, Intel a dévoilé de son côté un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars. Une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateur en raison du travail à domicile. En France, à présent, à la Bourse de Paris, Rémi Cointreau annonce un chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 25% à 350 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé. Une progression due notamment aux ventes de cognac aux États-Unis et en Chine. Des résultats qui permettent au groupe d'anticiper une nouvelle croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre, même si Rémi Cointreau prévient déjà qu'elle sera moins forte qu'au troisième trimestre. SEB affiche de son côté une contraction de ses revenus annuels de 3,8% à un peu moins de 6,9 milliards d'euros. Le groupe anticipe une baisse de son résultat opérationnel d'activité plus limité que prévu, aux alentours de 600 millions d'euros. Et JL Event voit de son côté son chiffre d'affaires chuter de 58% à 480 millions d'euros. Le groupe s'attend à une perte de 70 millions d'euros.
Au sein du CAC 40, rapidement, on notera que 3 valeurs semblent vouloir résister à la tendance du jour. Unibail, Rodamco, Westfield, Air Liquide et Airbus gagnent quelques points à la mi-journée, tandis que les valeurs bancaires font partie des plus fortes baisses du jour. Et on finit ce point avec un rapide tour du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie à la mi-journée aux alentours des $55 le baril de Brent, tandis que l'once d'or, elle, s'échange aux alentours des $1860. Et quand on regarde le niveau de l'euro-dollar à présent sur le marché d'échange, l'euro-dollar qui est au-dessus des 1,2150 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on parle crédit immobilier pour attaquer cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée avec Ludovic Usieux, donc en plateau à mes côtés, cofondateur d'Artemis Courtage. Bonjour et bienvenue Ludovic. Bonjour Grégoire. On va parler des perspectives 2021, l'état des lieux de rentrée. Effectivement, un mot quand même de l'année 2020 sans refaire toute l'histoire. Comment est-ce que vous qualifiez cette année passée, écoulée, marquée par les restrictions sanitaires sur le plan de l'immobilier et de la distribution de crédit évidemment? Ça a finalement été une année solide, malgré le contexte sanitaire et malgré les recommandations du Haut Conseil du secteur financier. On va terminer sur une année aux alentours pour le crédit à l'habitat de 180 milliards, ce qui est plutôt solide par rapport au contexte. Grâce à un début d'année 2020 qui avait été assez extraordinaire et puis un petit effet déstockage à la sortie du premier confinement qui a porté cette année sur de bonnes bases. Bon, on a évité une vague de défauts, de taux de défaut, hein, c'est ce qu'on regarde en ce moment pour les entreprises, mais aussi pour les ménages qui ont emprunté pour acheter de l'immobilier. Pour l'instant, cette vague, elle n'est pas là encore. Elle n'est pas là, pas de défaillance de paiement. En tout cas, le taux de défaillance de paiement ne s'envole pas en ce mois de janvier 2021. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire des perspectives de l'année 2021 ? Vous avez cité les dernières recommandations du mois de décembre du Haut Conseil de stabilité financière qui rétropédale un peu par rapport aux recommandations précédentes qui avaient visé plutôt à durcir quand même les conditions d'octroi de crédit. Là, l'étau visiblement s'est un peu desserré. Est-ce que ça veut dire que la course au crédit est repartie pour cette année 2021 ? Les compteurs sont à zéro puisqu'on est au mois de janvier et que les banques de réseau ont aussi des objectifs commerciaux à remplir. Mais c'est vrai que les nouvelles recommandations du HCSF vont vers un assouplissement. C'est-à-dire qu'on a un taux d'effort, un taux d'endettement qu'on peut porter de 33 à 35%, ce qui va desserrer un petit peu les taux, notamment sur les primo-accédants et les primo-investisseurs. On va pouvoir rallonger la durée de crédit pour les emprunteurs qui envisagent une opération dans le neuf ou une construction. Et puis les banques ont eu, entre guillemets, l'autorisation d'avoir une flexibilité dans le volume de crédit qu'elles vont distribuer en 2021, qui passe de 15% à 20% pour ces dossiers qui sont au-delà des recommandations, c'est-à-dire au-delà de 35%, pour de bonnes raisons, parce qu'on est jeune, parce qu'on a un pouvoir d'achat un peu plus faible, parce qu'on a moins d'apports, parce qu'on se dirige vers une première opération. Et pour donner un coup de pouce à ces ménages qui avaient été exclus en 2020, le HCSF autorise les banques à avoir un petit peu plus de tolérance et de flexibilité dans la distribution de leurs crédits. Comment et où va s'appliquer la sélectivité du coup, Ludovic ? Est-ce que tout le monde va avoir accès au crédit en fonction de sa situation, ou est-ce que non, on va garder une forme de sélectivité ? Vous parliez des dérogations. Est-ce que les marges de manœuvre vont être très importantes, ou est-ce que vous sentez plutôt que les banques vont rester vigilantes ? Ça va profiter à tout le monde. Ce desserrement, ça va évidemment profiter à tout le monde. En revanche, on est dans une période quand même où les banques font plus attention, il y a plus de rigueur, on regarde de plus près les indicateurs et pour que tout soit au vert, le taux d'endettement, la durée d'emprunt, l'apport. Une des premières conséquences de ces recommandations HCSF qu'on a vu nous quand on a tiré nos indicateurs d'activité à la fin de l'année 2020, c'est qu'on a observé par exemple que l'apport moyen sur un dossier de crédit maintenant a augmenté pour faire rentrer justement cet endettement à l'intérieur de 33 en 2020 et puis de 35% en 2021. On s'aperçoit qu'il faut un peu plus d'apport, donc piocher un petit peu plus dans ces réserves, avoir un petit peu moins d'épargne de précaution. Ça veut dire que quand on prépare un dossier de crédit en 2021, il n'y a pas de...
on ne peut pas improviser. Il faut vraiment que ce soit préparé depuis quelques mois. Il faut aller confronter ses intuitions à un expert du crédit, un banquier, un courtier, pour être bien certain à l'euro près de sa capacité d'emprunt, pour préparer des relevés de compte absolument magnifiques, avoir la bonne garantie, la bonne assurance et être bien certain que le dossier passe avant de se lancer dans une opération. C'est la contrepartie. Effectivement, je comprends la contrepartie de ces recommandations assouplies, c'est qu'il y aura une rigueur extrême, significative en tout cas dans la sélection des dossiers. C'est pas la foire au crédit là. C'est pas la foire au crédit. Le HCSF, vous avez une bonne analyse. Le HCSF a donné des recommandations en 2020. Elles ont été suivies par certaines banques, largement dépassées par d'autres. On a fait les comptes à la fin de l'année. On a trouvé un entre-deux. Le HCSF a dit OK, on a compris. Il y avait probablement certaines recommandations qui étaient un peu trop dures, un peu trop strictes, ou qui ne bénéficiaient qu'à certains et pas à d'autres. Donc on lâche un peu la bride, mais en revanche, tout le monde reste à l'intérieur du cercle. C'est exactement dans cet état d'esprit qu'a été fait cet assouplissement de décembre 2020. Ouais. En termes de demande, là, qu'est-ce que vous observez sur la demande de crédit sur l'année 2020 et puis sur ce début d'année 2021 ? Est-ce que la demande reste importante ? La demande est vive. En tout cas, les dossiers entrants, les prospects, les calculs d'enveloppe de crédit, de simulation, de cotation, ça reste très haut. Et donc, l'appétit pour le crédit et donc l'immobilier ne se dément pas. L'année 2020 était en retrait globalement des 2 mois de confinement qu'on a vécu. Donc, ça a été une année solide par rapport à une année 2019 qui avait été exceptionnelle. Et puis là, en 2021, on vit un mois de janvier qui est plutôt actif, avec une bonne émulation. Beaucoup de demandes justement de cotation et de simulation, et un pourcentage de dossiers envoyés en banque qui est un petit peu en retrait par rapport à janvier 2020, mais qui est quand même franchement solide. Donc un début d'année plutôt positif, et des nouvelles sur le front des conditions d'accès au crédit et aussi des taux de crédit, puisqu'on n'en a pas parlé, mais ils sont plutôt orientés à la baisse en ce début d'année. Toutes les banques qui ont parlé ou transmis de nouveaux barèmes de taux de crédit depuis le 1er janvier l'ont fait à la baisse, en moyenne 0,10 ou 0,15% de baisse, suivant les banques et suivant les durées d'emprunt, ce qui offre, en plus de ces assouplissements des conditions d'accès au crédit, un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire. Ouais. Concrètement, effectivement, c'est quoi un taux de crédit moyen sur une échéance moyenne ? Je sais pas, c'est autour de 20 ans. Déjà, la durée des emprunts continue d'augmenter, Ludovic ? Ou est-ce qu'on approche quand même d'une forme de limite, là aussi, pour les banques ? Alors la limite, elle a été fixée par le HCSF, qui nous 27, dit que... c'est ça ? Alors c'est 25. 25 ? Et on peut rajouter 2 ans de différé pour les opérations dans le neuf. Mais si on emprunte dans l'ancien, 25 ans d'amortissement. Dans le neuf, 25 ans plus 2 ans de différé. C'est 25, et on a une durée d'emprunt moyenne qui ne cesse effectivement d'augmenter, mais qui est la contrepartie de ce taux d'endettement qui doit être concentré à l'intérieur de 33 ou 35%. Donc on étire effectivement la durée d'emprunt pour que le taux d'endettement soit cohérent. On est aux alentours de 20 ans aujourd'hui en durée moyenne. Ce qui est quand même un peu haut, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Quand la moyenne se situe aux alentours de 20 ans, c'est qu'il reste quand même peu de marge sur la durée d'emprunt. Quand vous dites c'est la moyenne, ça veut dire que oui, on a quand même des crédits qui vont au-delà de 20 ans. C'est ce qu'il faut comprendre, hein, largement. Oui, très largement, oui. Ouais. La plupart des dossiers qu'on monte aujourd'hui chez Artémis Courtage, ce sont des durées qui sont comprises entre 20 et 25 ans. Oui, c'est ça. Ça devient le flux assez entrant, rare. c'est du 20 ans plus. C'est du 20 ans plus, exactement. Ouais. Bon, et sur les taux, effectivement, ça a rebaissé un petit peu. Vous êtes quoi ? C'est des taux qui sont toujours tributaires de la politique monétaire, hein, si on prend évidemment, l'origine, bien sûr. l'origine des mouvements de taux. Les obligations du Trésor et les OAT 10 ans qui dictent un petit peu le sens des courbes et des taux. Aujourd'hui, on est quasiment revenu à des taux qu'on constatait juste avant le premier confinement de mars 2020, qui était quasi historique. Donc on est en pente douce, et aujourd'hui on peut emprunter sur quasiment toutes les durées, jusqu'à 20 ans compris, sous 1% en taux nominal, peu importe la qualité de votre dossier, le montant de l'apport, le montant de vos revenus. On est à 1 ou un peu moins sur 20 ans compris, et puis très légèrement au-dessus de 1 à 25 ans.
Si vous avez un dossier exceptionnel, vous pourrez même emprunter en dessous de 1 sur 25, mais on va dire que pour un dossier classique, normal, avec des bons fondamentaux, vous allez vous situer aux alentours de 1,20, 1,30 sur 25 ans, en taux fixe, ce qui reste quand même assez sympathique. Bon. Marché plutôt dynamique, plutôt sain, vous dites aujourd'hui finalement, Ludovic. Quand vous regardez peut-être le volet des transactions, là, le stop and go sanitaire, est-ce que finalement l'industrie de l'immobilier s'adapte à ces phénomènes aujourd'hui ? En tout cas, il y a une vraie résilience au reconfinement qu'on a vécu au mois de novembre. Alors, pendant 3 semaines, les visites immobilières ont été interdites. Donc, il y a, effectivement, à ce moment-là, c'est stop, vraiment, du jour au lendemain. En revanche, comme au premier confinement, il y a un effet bouchon de champagne à la sortie, des stockages, et on s'aperçoit, le rattrapage n'est pas complet, mais on s'aperçoit que c'est vraiment des projets qui sont en pause. Ils ne sont pas annulés ou reportés sine die, ils sont en pause, et quand c'est relevé, quand le confinement est relevé, l'opération reprend son cours et puis on la termine. Donc on est plutôt confiant sur la résilience du marché. C'est une année qui s'est terminée en nombre de transactions aux alentours de 900 000 sur l'ancien. Ce qui reste une année quand même très solide. Ouais. Dans le contexte qu'on a vécu et dans une année complètement folle, l'immobilier n'a pas à rougir de ses performances en 2020 et on augure une année 2021 sous réserve évidemment des annonces qui sont devant nous, mais en tout cas on est plutôt positif. Ouais. Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous en plateau pour nous apporter cet éclairage et votre analyse du marché immobilier à travers bien sûr le crédit immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. L'autre sujet consacré à vos finances personnelles, consacré à l'industrie de la gestion d'actifs et du conseil en gestion de patrimoine, c'est un rendez-vous professionnel aussi, c'est la sélection de fonds. Et on en parle avec Ronnie Michali, qui est à mes côtés aussi en plateau, le PDG de la financière Galilée. Bonjour et bienvenue Ronnie. Bonjour Grégoire. Un mot peut-être juste pour présenter rapidement la financière Galilée, qui est une société de gestion, c'est ça Ronnie ? Oui, c'est ça. C'est une société de gestion qui possède 2 expertises majeures. Donc la sélection de valeurs innovantes et la sélection de fonds, en particulier les fonds thématiques. Ouais. Et vous faites profiter l'industrie de votre savoir-faire en matière de sélection de fonds, puisque vous avez créé un outil qui s'appelle le Galilée Fund Advisors, qui est un outil d'aide à la location d'actifs, à la sélection de fonds, un outil d'aide à la décision peut-être aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine, les banquiers privés, les family office, ce sont les clientèles que vous visez. C'est un outil évidemment très digital, numérique, qui a reçu un prix, il faut quand même le dire. Coupole d'argent de l'innovation, c'est ça, décerné par nos confrères de la GFI dans le segment de la gestion d'actifs, donc ça n'est pas rien. Qu'est-ce qui caractérise cet outil ? Qu'est-ce qu'il apporte selon vous au marché qui n'existait pas jusqu'à présent ? Et puis, il faudra nous rappeler aussi ce que c'est que les grandes étapes qui permettent de définir une allocation d'actifs pour son client, Ronnie. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il apporte en fait, c'est qu'il va essayer de simplifier au maximum la vie des sélectionneurs de fonds, donc CGP, Family Office, gérants privés, multigérants, enfin tous les professionnels qui souhaitent sélectionner des fonds et leur faire gagner du temps. Parce que ce temps-là, ils l'ont perdu malheureusement avec les nouvelles réglementations et l'administratif qui a été pléthorique ces dernières années, qui continue de l'être. Et donc en fait, on va essayer, nous, de leur apporter à la fois l'analyse quantitative, ça ils peuvent la retrouver par ailleurs, mais chez nous en tout cas elle est faite en 6 étapes, 4 étapes quantitatives. Et puis après, on passe dans le qualitatif. Et c'est ça, vraiment, l'innovation. Je comprends. C'est-à-dire que l'analyse qualitative va permettre, en fait, après d'avoir une recommandation d'achat, de vente, de conservation. Ça, c'est vraiment innovant pour le coup. Et puis, un suivi dans la durée. On peut revoir son client dans 3 ans et lui dire, voilà, on est rentré dans ce fonds pour cette raison, on est sorti pour cette raison. Et puis, surtout, le timing d'entrée-sortie, ça, je crois que c'est vraiment, à ma connaissance en tout cas, quelque chose de tout à fait innovant en fait. Pourquoi c'est important la question du timing quand on est sur les marchés, Ronnie ? Ouais, effectivement, quand vous allez voir, des logiciels qui vous donnent effectivement des rankings de fonds, etc., vous avez une idée, mais vous ne savez pas forcément quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, parce qu'il y a de plus en plus de fonds dans l'environnement financier. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'une aide au timing, une aide à l'allocation et une aide à l'arbitrage, c'est vrai que les courtiers, en tout cas les conseillers d'investissement financier qui l'utilisent en tant qu'utilisateurs, sont réellement comblés lorsqu'ils ont
toutes ces choses qui leur permettent de créer une allocation d'actifs. Mais le timing peut faire la différence quand même. Ça peut éviter quand même de perdre en performance, ou ça peut peut-être optimiser, améliorer la performance. Parce que, oui, alors, on dit à la fois timing is crucial, et puis les vieux boursiers vous disent, bon, de toute façon, on n'aura jamais le bon timing, donc autant acheter tout le temps. C'est un peu ça, la mécanique en bourse. Mais quand même, il y a une manière d'affiner et d'optimiser un peu les choses. C'est ça. Si vous voulez, l'allocation d'actifs, c'est comme si vous cuisinez un plat. C'est vraiment, voilà, pour qu'il soit réussi, en plus on est à l'heure du déjeuner, donc ça peut inspirer certains, pour qu'il soit réussi, il faut déjà les bons ingrédients. Hein, donc chez nous, c'est les analyses de fonds détaillées, avec les recommandations d'achat, de vente, de conservation. Il faut une allocation d'actifs, ça c'est un peu la recette, si vous voulez. Alors chacun peut avoir une recette différente, hein, ils ne sont pas obligés d'écouter la nôtre, mais il faut suivre une recette en tout cas. Puis après, on arrive sur une shortlist de fonds. Donc ça, c'est que des fonds analysés. Lorsqu'il y a un fonds qui rentre ou qui sort de la shortlist, il y a une note à l'achat ou à la vente qui est faite. Ça, c'est un peu la préparation, la pâte qu'on va utiliser pour créer le plat fini. Plat fini qui est l'allocation d'actifs. Et ça, c'est vraiment tout un art. Hein. Et donc, au niveau de l'allocation d'actifs, on a des portefeuilles modèles. Desquels les CGP Family Office peuvent s'inspirer ou qui peuvent copier-coller. Hein. Et c'est vrai que si on a un client qui vient dans l'après-midi, qu'on ne sait pas trop comment les marchés ont évolué parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder quand on est CGP, on a d'autres choses à faire, eh bien, on peut directement aller sur la plateforme, avoir la liberté de sélectionner son fonds, avoir la liberté d'aller voir un portefeuille modèle et de l'utiliser pour les clients. L'idée à travers cet outil, c'est de permettre aux sélectionneurs de fonds, hein, conseillers, CGP ou autres, d'avoir justement accès à la plus grande partie des fonds de la place et du système. Ou est-ce que vous appliquez, vous, déjà un filtre pour peut-être présélectionner aussi certains fonds? C'est quoi la stratégie par rapport à ça? Alors effectivement, nous on part de 1630 fonds. Hein, et puis après, les 4 étapes quantitatives nous permettent d'effectuer un filtre très important. Et ensuite, les 2 étapes qualitatives, c'est des interviews de gérants et puis, disons, une allocation d'actifs qui est préparée avec une matrice de corrélation. Et là, il reste aux interviews de gérants, il reste à peu près 60-70 fonds par année, des fonds qu'on va vraiment étudier. Alors, ça permet, lorsqu'on a la note qui est créée, ça permet finalement au conseiller en investissement financier de valoriser son expertise auprès de son client. Ça lui permet, par rapport aux autorités de tutelle, de justifier les choix des fonds, parce que vous connaissez les nouvelles réglementations, elles l'imposent. Non. Heureusement. Et puis, de gagner du temps par rapport à la compliance, ça c'est évident. D'avoir une meilleure connaissance du risque aussi des fonds qui sont dans leur portefeuille, parce qu'il peut y avoir des changements de gérants, il peut y avoir des débauchages d'équipes de gestion, il peut y avoir un changement de philosophie de fonds, par exemple. Et donc, tout cela va permettre finalement de valoriser leur cabinet, tout en conservant leur expertise, en leur laissant une liberté, et pas simplement en leur faisant copier-coller des allocations. Voilà. Une allocation d'actifs, c'est destiné à être le plus stable possible dans le temps, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit bouger effectivement, on parlait du timing tout à l'heure, mais qui doit bouger régulièrement en fonction de l'environnement de marché, en fonction des objectifs de vie aussi de son client peut-être, hein, qui sont souvent quand même le premier point à définir pour le conseiller? Oui, c'est évident, ça doit bouger tout au long de la vie. Maintenant, effectivement, la stabilité, la pérennité dans le temps permet de créer la performance, ça c'est sûr. Donc, d'où l'avantage de sélectionner les bons ingrédients à la base. Maintenant, effectivement, en fonction du profil de risque du client, évidemment, on va devoir les changer en fonction des marchés finalement, hein, parce que winner rotates, donc les gagnants ne sont pas toujours les mêmes. Et effectivement, le sujet du moment. Voilà, tout à fait. Et il va falloir effectivement adapter l'allocation d'actifs en fonction de cela. Alors, il faut toujours garder une base, un cœur de portefeuille, et avoir en satellite effectivement des thématiques qui sont intéressantes. Je peux en citer quelques-unes, le vieillissement de la population par exemple. Dans les émergents, il y a l'urbanisation, les villes intelligentes, ça c'est des thématiques de long terme, on connaît le sens de l'histoire, voilà, mais ça peut venir agrémenter finalement, ça peut venir agrémenter du coup l'allocation d'actifs. Justement, cet outil vous l'utilisez à commencer pour vos clients, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Ronnie, c'est quoi l'allocation type là, appropriée pour entamer cette année 2021?
va pas faire tous les profils de risque, mais Non, bien sûr. Mais globalement, là, qu'est-ce que vous avez envie de construire comme allocation pour vos clients aujourd'hui là ? Alors pour nos allocations, pour nos portefeuilles, en fait, on a identifié évidemment les actions mid-small européennes, qui sont encore un petit peu en retard par rapport aux américaines qui, elles, ont vraiment bien progressé. Alors, la value, tout le monde en parle. Attention, il y a un premier coup d'accélérateur, mais il ne faut peut-être pas trop le surpondérer. Il faut en avoir en portefeuille maintenant, contrairement aux dernières années où c'était vraiment un secteur à exclure, totalement. Voilà. Vous avez senti un changement de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Et puis, on a évidemment l'Asie qui a très bien géré l'épidémie et qui est au centre des échanges mondiaux. Lorsque les échanges mondiaux repartent ou vont repartir, c'est vraiment l'Asie qui est au centre de ces échanges-là. Après, évidemment, la technologie, mais on connaît tous la digitalisation, numérisation, robotisation, intelligence artificielle, etc. Mais n'oubliez pas e-commerce, e-santé, e-sécurité qui se sont beaucoup développées et cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est pas tout de mettre des gens en télétravail, mais il faut le faire sur un cloud sécurisé, il faut le faire avec des accès sécurisés, et la cybersécurité, c'est vraiment une des thématiques qui a pris son envol là récemment, et je pense que les entreprises ont fait les investissements, mais pour des années à venir. Méga tendance, effectivement, c'est ce dont vous parlez, Ronnie. La stratégie de développement et la stratégie commerciale autour de Galilée Fund Advisor, effectivement, c'est quoi le plan de marche pour vous ? Parce que vous avez été récompensé, il a été lancé il y a 1 an et demi, c'est ça C'est ça, voilà. Juin 2019. Juin 2019, exactement. Alors, l'idée, il y a 2 stratégies. Où on continue le développement auprès des CGP, des family office directement, ou bien on s'affilie à une compagnie d'assurance. On est plutôt maintenant sur l'idée de l'affiliation à une compagnie d'assurance, un agrégateur ou une plateforme, pour qu'en plus, les CGP puissent passer directement l'ordre et qu'il y ait tout le canal soit branché. Et donc, en fait, on essaye de travailler sur une seule liste, dans le cas où on s'affiliera à une compagnie d'assurance, une seule liste, donc il n'y a pas de problème de référencement. Et puis, on étudierait tous les fonds de cette liste en publiant des recommandations d'achat-vente, conservation. Bon, merci beaucoup Ronnie d'être venu nous voir pour parler allocation d'actifs, sélection de fonds. Ronnie Michali, le PDG de la financière Galilée, qui est avec nous dans ce rendez-vous de la mi-journée. Smart Bourse, 12h30, 13h chaque jour. Et le vendredi, vous l'avez compris, on parle de vos finances personnelles et des enjeux de l'industrie de la gestion d'actifs dans son ensemble. Le CAC 40 à la mi-journée perd plus de 1% pour cette dernière journée de la semaine. Une semaine de consolidation pour les marchés européens. On y reviendra très largement ce soir à partir de 18h30 en direct sur Bismart pour votre deuxième rendez-vous Smart Bourse de la journée.